Europe 1 et CNews, 9h-10h, l'heure des pros. Elliott Deval. Il est quasiment 9h, merci d'être avec nous jusqu'à 10h sur Europe 1 et jusqu'à 11h sur CNews pour l'heure des pros. À la une ce matin, Charlie Hebdo et son dessinateur inconnu du grand public, Félix, ont décidé de faire de la défunte mère de Didier Deschamps une cible. 3 publications en 3 semaines, on friserait presque l'acharnement, on tutoie déjà le médiocre. Où est la satire ? Où est le message politique ? Où est l'humour surtout ? Attention, bien entendu, Charlie Hebdo est libre, mais pas exemple de toute critique. On peut aussi être libre de trouver cette fixette pathétique, de n'y voir qu'une attaque gratuite et malsaine, du bruit pour du bruit, un petit théâtre qui se veut subversif, mais qui n'est que vulgarité. Que Charlie Hebdo continue de viser à côté, c'est tout à fait son droit. Que Charlie Hebdo cherche à quitter l'anonymat ces derniers jours en s'attaquant à la mère du sélectionneur français décédé pendant le mondial aussi. Mais souffrez que certains puissent trouver cette manipulation grotesque. Il faut être diablement inspiré pour, à 3 reprises, plancher sur une femme décédée et à 3 reprises, ne pas faire rire grand monde. Ce n'est pas qu'une question de morale, ni une question de valeur. Faire rire en prenant la plume est un talent qui se fait de plus en plus rare. Est-ce qu'être Charlie et critiquer Charlie est possible ? C'est même peut-être recommandé, me disait un invité, mais nous en parlerons dans un instant après le journal avec Pauline Trefzer. Bonjour Pauline. L'heure des pros, 9h-10h, Elliott Deval sur CNews et Europe 1. Bonjour à tous. À la une de l'actualité ce matin, Cédric Jubilard a conduit hier les gendarmes à l'endroit où il affirme avoir enterré le corps de son épouse près de Cagnan-les-Mines dans le Tarn. Des ossements ont été retrouvés 5 ans et demi après la disparition de Delphine Jubilard. Lors de ses aveux devant la justice mercredi, Cédric Jubilard reconnaît avoir commis un acte abominable. Les fouilles se poursuivent ce matin. Un adolescent de 15 ans a été condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de Mélanie, surveillante de son collège l'an dernier en Haute-Marne. Cette peine conforme aux réquisitions du ministère public a été applaudie dans la salle d'audience où la famille et des proches de la victime remplissaient les sièges réservés au public. L'adolescent a lui été hué à sa sortie du tribunal, le visage dissimulé par une veste et sous bonne escorte policière. Et puis 2 ouvriers, le gérant d'une société de travaux ont été mis en examen jeudi pour le déclenchement involontaire du premier incendie en forêt de Fontainebleau. Ces mises en examen s'ajoutent aux 2 hommes dont un pompier volontaire déféré hier, soupçonné d'avoir mis le feu délibérément cette fois-ci. Au total, le feu a ravagé près de 2000 hectares de la forêt de Fontainebleau. Si l'incendie est fixé, plusieurs centaines de pompiers luttent encore contre les reprises de flammes. Merci beaucoup Pauline Trefzer et on vous retrouvera Pauline sur le plateau de l'heure des pros à 9h30 puisque vous êtes allée sur le terrain il y a quelques semaines de cela à Alès pour parler de la lutte contre le trafic de drogue et il s'avère que le maire d'Alès a été menacé par la DZ Mafia et il y a 3 semaines visiblement le maire d'Alès considérait qu'il n'y avait pas la DZ Mafia dans sa ville. En 3 semaines, peut-être que la DZ Mafia s'est implantée à tel point qu'il a été menacé de mort. Il faut apporter évidemment tout son soutien au maire d'Alès, mais on en parlera dans quelques instants sur ce narcoterrorisme en France qui vient jusqu'à menacer un édile. Mais avant cela, je voulais qu'on commence notre émission par les dessins de Charlie. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut être Charlie tout en critiquant Charlie ? Et je ne citerai pas le nom de l'invité autour de ce plateau qui m'a dit c'est même recommandé. Ce qui se passe autour de Charlie Hebdo et de la mère de Didier Deschamps qui est décédée fait beaucoup de bruit. C'est-à-dire que ça heurte énormément de personnes. Parce que dans la satire, il faut qu'il y ait un message politique, il faut qu'il y ait un but. Mais si c'est attaquer pour attaquer, faire mal pour faire mal, quel est le sens à tout cela ? Et pourquoi répéter ces caricatures contre la mère de Didier Deschamps qui est décédée ? Tout commence le 24 juin. Au lendemain de l'annonce du décès de la maman de Didier Deschamps, où le dessinateur Félix, donc, de Charlie Hebdo, qui est pas connu du grand public, va publier ce dessin, je le dis aux auditeurs d'Europe 1, on voit Didier Deschamps brandir une sorte de urne funéraire, avec marqué « Didier Deschamps ramène la coupe à la maison ». Ça avait heurté énormément de monde, et notamment, vous pouvez voir sur les commentaires sur la page Instagram de Charlie Hebdo, beaucoup de monde disait « mais
où est l'humour, et surtout, est-ce que vous pouvez avoir un moment de respect pour la famille de Didier Deschamps? Visiblement, ça n'a pas plu au dessinateur. C'est-à-dire que peut-être qu'il n'a pas supporté la critique, puisque quelques jours plus tard seulement, nouveau dessin de ce même dessinateur, où là, il va faire un dessin d'enfant en disant enfin un dessin sur la mort de Didier, la mort de la mère de Didier Deschamps, qui ne choque personne. Ok. Et puis, rebelote une troisième fois, c'était il y a 48 heures, après la rencontre France-Espagne, où là, on voit donc le cercueil ouvert avec la mère de Didier Deschamps qui est grimée avec un texte « Je préfère encore être morte plutôt que de voir ça ». Et la question que je me suis posée, c'est pourquoi cet acharnement? Pourquoi cette multiplication de publications? Est-ce que c'est parce que des gens ont osé critiquer le dessinateur qu'il poursuit aujourd'hui ses dessins sur la mère de Didier Deschamps? Où est la limite dans la satire? Surtout que là, je vois pas le message politique. Et je voulais vous soumettre ces 3 dessins et savoir ce que vous en pensiez. On peut être Charlie tout en critiquant Charlie Hebdo. La liberté d'expression, c'est aussi de pouvoir dire mais ces dessins, ne sont pas forcément drôles, il faut du talent. Ou alors, au contraire, vous les trouver drôles. Georges Fenech, quel regard vous portez sur ces dessins? D'abord, je précise, je suis un défenseur de Charlie Hebdo. J'ai présidé la commission d'enquête, d'ailleurs, sur les attentats. Mais là, ça me donne la nausée. Vous me demandez à moi, je vous réponds, ça me donne la nausée. On s'attaque pas, comme ça, à la mémoire d'une mère. Moi, je me sens plus Didier Deschamps que Charlie Hebdo aujourd'hui. Pour ceux qui ont vécu ce que c'est que la perte d'une maman, voir cette douleur s'afficher comme ça n'a aucun message politique, c'est inutile, c'est vraiment, c'est ignoble. Voilà, je vous le dis, et je pense beaucoup à Didier Deschamps en ce moment. André Valigny, l'homme de gauche que vous êtes, quel regard il porte sur ces dessins? Je disais, c'est souvent Charlie Hebdo, il y a un message politique, il y a une satire, mais finement pensée. Là, on parle juste de la mère de Didier Deschamps, qui n'a rien à voir dans tout ça, qui est juste décédé. André Valigny, est-ce que ça vous heurte? Est-ce que finalement ce n'est pas une erreur que d'en parler, parce que c'est aussi mettre la lumière sur un dessinateur qui peut-être n'en méritait pas autant, André Valigny? Peut-être qu'il cherchait ça. Vous m'avez enlevé de la bouche ce que je voulais dire, à savoir que je trouve que la meilleure façon de réagir à cette indignité, le mot est fort, à ce mauvais goût achevé et indécent, c'est de ne pas en parler. Je suis heurté comme Georges Fenech par ses dessins. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Vous avez rappelé que j'étais de gauche. Je vous remercie. Parfois on doute. Non, mais j'ai rarement apprécié Charlie Hebdo. Je ne l'ai jamais acheté. Je suis un fidèle du Canard enchaîné. Charlie Hebdo, j'ai toujours un peu de mal parce que c'est souvent de très mauvais goût. Pour autant, évidemment, comme Georges, je suis Charlie et ils ont le droit d'écrire ce qu'ils veulent et de dire ce qu'ils veulent et de passer ce qu'ils veulent sur leur journal. Mais là, vraiment, ils ont dépassé les bornes. Et j'ai commencé par ça. Oui. On peut évidemment être Charlie tout en critiquant Charlie. Oui. On peut être pour la liberté d'expression, mais ne pas supporter ces caricatures. Et surtout, c'est la question du talent. C'est normalement. Goût. Vous dites un mauvais goût. Partout, Elliot, Jules Torres, vous dites quoi? Il y a des nuls partout. Bah évidemment. Dans les caricatures. Je suis le premier concerné. C'est ça que vous voulez dire? Absolument pas. Jules Torres, Je ne me serais pas merci. permis. C'est sympa en ce vendredi matin. Vous êtes un amour. Juste, c'est vrai que c'est intéressant puisque généralement on dit que la génération offensée c'est la génération Z. Et moi ce dessin, objectivement, les 2 premiers, je les trouve, même s'ils sont évidemment déplacés si on se met du point de vue de Didier Deschamps, évidemment, il vient de perdre sa mère et sans doute je suis le moins choqué et heurté de ce plateau parce que n'ai-je pas connu autant de drames personnels que les gens autour de ce plateau. Mais moi ils m'ont pas choqué, je trouve que ça fait partie de la caricature. Il n'y a pas forcément de message politique derrière toutes les caricatures. On a pensé cela parce qu'évidemment on a été confronté ces dernières années à des caricatures et à des drames, et je pense notamment à l'attentat de Charlie Hebdo, parce qu'ils ont été tués au nom de caricatures qui avait justement un message politique, notamment contre les islamistes. Mais quand on ouvre Charlie Hebdo, et moi je suis pas particulièrement fan de Charlie Hebdo, je pense que parfois ils ont manqué un petit peu de courage, notamment en s'en prenant à certaines religions, mais en nous oubliant d'autres. Le sujet, c'est est-ce qu'il y a une limite à la liberté d'expression, à la satire? Moi je fais partie de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de limite à la liberté d'expression, qu'il n'y a pas de limite à la satire, et que la liberté, elle doit être totale. Et d'ailleurs on est dans un pays où il y a un certain nombre de lois qui sont des lois liberticides et qui briment, et on va peut-être en parler aujourd'hui, mais il y a un certain nombre aussi d'acteurs qui voudraient
brimer la liberté d'expression. Je pense Alors, que c'est très dangereux. Si vous me permettez, vous dites qu'ils ont manqué de courage. Au contraire, ils ont payé très fort au prix le plus lourd, le prix du sang, le courage qu'ils ont manqué eu. de courage à sur l'islam, critique de la religion. Oui. Sur l'islam, justement, ils n'ont pas, André Valigny. ils n'ont pas manqué de courage. non. Ils attaquent beaucoup la religion catholique, c'est vrai, mais sur l'islam, ils n'ont pas manqué de courage. Ils ont même fait un dessin que moi j'avais trouvé très drôle pour le coup. C'est envoyer Allah qui disait c'est dur d'être aimé par des cons. Oui, c'était après, au lendemain, justement, en parlant des islamistes. C'était au lendemain de l'attentat de Charlie Hebdo. de Charlie Hebdo. ça. Mais là, si vous voulez, la répétition des dessins, vous avez un premier dessin qui fait polémique. Je l'ai interprété comme ça, peut-être que je me trompe. Quelques jours plus tard, le dessinateur se moque de ceux qui ont été heurtés par ce dessin. Et il en remet une couche c'est le troisième. au moment de la défaite de France-Espagne, toujours en mettant en avant la défunte mère de Didier Deschamps, Arnaud Benedetti. Non, je voudrais On rebondir. dépasse le cadre, pardonnez-moi, de la satire, là. Disait Jules, c'est-à-dire, on peut pas dire qu'ils aient manqué de courage, et je partage ce que dit André Valigny. Et je Ils l'ai font rappelé. partie des premiers à avoir dénoncé de manière claire, nette, précise, et en sachant qu'ils prenaient des risques, l'islamisme. Il faut s'en souvenir, donc je pense que quand même c'est un hebdo qui, de ce point de vue-là, a été du bon côté des combats de ces dernières années, et d'ailleurs ils l'ont payé. Oui, c'est ce que j'ai dit, je l'ai rappelé. Après, la liberté d'expression, si vous voulez, la liberté d'expression, c'est en effet la possibilité et la capacité de pouvoir critiquer, y compris des journaux satiriques, et de ne pas être d'accord avec des lignes éditoriales qui nous paraissent en effet blesser inutilement la morale commune. Bon, perdre une mère, en effet, c'est un père également. C'est un événement qui est très douloureux pour ceux qui, en tout cas, ont eu l'expérience de vivre ces moments. Donc, ça ne sert strictement à rien de blesser inutilement quelqu'un qui a perdu sa mère. Après, est-ce qu'il y a un message politique ? Moi, je pense que le message, qu'est-ce qu'il est derrière ? Le message, il est de dire, de toute façon, vos critiques n'ont pas finalement de prise sur nous. Exactement. En l'occurrence. C'est comme ça que je l'ai vu. Et de toute façon, plus vous nous critiquerez, plus on va continuer. Plus on va continuer. Après, je pense que le meilleur moyen, c'est finalement, me semble-t-il, mais c'est personnel, ce que je veux dire, c'est de ne pas en parler. Et donc il faudrait finalement se taire. Vous êtes très attaché à la liberté d'expression, Stéphane Simon. Est-ce que vous avez une réaction sur ces dessins ? Vous êtes venu pour parler de l'affaire Jubilard. Oui, mais bien sûr, mais je peux vous dire un mot. En difficulté, bien sûr. Non, mais comme vous-même, vous êtes très attaché à cette liberté d'expression. Absolument. Ça m'intéressait aussi d'avoir votre regard. Je crois que tout simplement, Charlie Hebdo, depuis quelques années, a pris l'habitude d'aller flirter avec l'intolérable, et ils voient que ça marche assez bien, puisqu'à chaque fois qu'ils le font, qu'ils heurtent le bon goût, on va dire, ils ont des reprises, on parle d'eux, et c'est un journal qui, par ailleurs, n'est plus évidemment aussi vendeur qu'à une certaine époque. On se souvient qu'il y a eu des tirages en 2015, après la vague d'attentats, c'était 2 millions d'exemplaires vendus. On n'est plus du tout dans ces eaux-là. Donc il faut bien relancer, je dirais, régulièrement la machine à buzz, et c'est ce que fait Charlie. Je pense que s'il y a 3 dessins, c'est parce que le premier a fait beaucoup parler. Exactement, Stéphane Simon. Et puis après, il faut se souvenir quand même que Baudelaire avait une phrase qui était assez jolie. Il disait, il y a quelque chose de bien dans le mauvais goût, c'est ce goût aristocratique de déplaire. Et de ce point de vue-là, Charlie Hebdo déplaît depuis tant et tant d'années, et il ne ménage personne. Effectivement, ils ont cogné peut-être un peu plus fort sur la religion catholique que sur l'islam, mais d'une manière générale, on peut pas dire qu'ils aient épargné grand monde, y compris notre film que l'on a sorti il y a peu de temps, L'Abandon, qui parlait de l'affaire Samuel Paty. Eh bien, ça ne leur a pas plu, ils nous ont démontés. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'ils respectent absolument rien, y compris le combat contre l'islamisme. J'entends, mais pardonnez-moi, je ne vois pas. Vous savez, il y avait eu aussi cette caricature sur les morts de Grand Montana, tout à fait, qui avait été là aussi heurtante pour bon nombre de personnes. Lorsqu'il y a un message politique, lorsqu'il y a un lien avec une personnalité qui est active dans la vie médiatique, politique, sociale française, j'entends. Mais là, on parle simplement de la mère, défunte mère, du sélectionneur de l'équipe de France. Ça veut dire que maintenant, on peut tout se permettre. Mais ça dit peut-être, et là vraiment on prend un peu de hauteur, ça dit aussi peut-être du rapport à la mort et à la vie qu'on a dans notre société. C'est peut-être, normalement, vous avez un temps
dirons-nous, de décence. Qui accélère la mort. Et c'est pour ça que je vous dis que peut-être que si peu ont été vont parler ce matin, c'est parce que finalement c'est passé dans le commun, la norme. C'est pas si grave. Voilà ce qu'on pouvait dire. Et effectivement, on en a parlé en longueur. Je trouvais que c'était intéressant aussi de parler de la liberté d'expression et la liberté d'être Charlie, c'est aussi la liberté de dire à Charlie quand on considère qu'ils vont trop loin. Absolument. Parlons de Cédric Jubilard à présent, qui a été entendu par la justice hier et a avoué sa responsabilité dans la mort de son épouse, Delphine, disparue depuis la fin de l'année 2020. Ce matin, les fouilles se sont poursuivies, des ossements ont été retrouvés, je le rappelle, ça c'était hier. Jean-Luc Thomas et Mathilde Couvlier-Fornoy nous expliquent tout et on va en parler notamment de la défense de l'avocat. Et là, il y a quelque chose autour de ces révélations et on entre sur un autre terrain, qui est un terrain presque moral, philosophique. C'est l'aspect malsain. Il y a une stratégie peut-être autour de la nouvelle défense de monsieur Cédric Jubilard, qui a changé complètement de ligne et qui a d'ailleurs changé d'avocat. C'est intéressant. Voyez le sujet et écoutez attentivement. Ce n'est qu'à quelques kilomètres seulement du domicile familial que des ossements ont été trouvés. Cédric Jubilard, accompagné de ses avocats, a orienté sur place les enquêteurs. Un large dispositif a été déployé par les gendarmes de la section de recherche de Toulouse. On a 100 personnels sur le terrain, on a des équipes cynophiles, on a des équipes LAD de lutte anti-drone, donc on a un dispositif assez conséquent pour, encore une fois, assurer et permettre en toute sécurité et en toute quiétude le travail des enquêteurs sur le site. Pour l'heure, il est difficile de savoir si les ossements correspondent au corps de Delphine Jubilard, disparue depuis 5 ans et demi, mais les analyses menées par les médecins légistes pourraient déterminer la cause de la mort. Est-ce que le mode de décès a entraîné des lésions osseuses? Est-ce qu'il y a eu des coups portés par un instrument contondant? Est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent nous faire penser à une suffocation, une strangulation? Est-ce que l'os hyoïde, qui est un os du cartilage, qui est un os élevé, qui lève la langue, a pu être abîmé? Les recherches se poursuivront aujourd'hui pour trouver d'autres ossements. Les premiers découverts seront envoyés au laboratoire de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale à Pontoise pour savoir s'il s'agit bien du corps de Delphine Jubilard. Je propose d'écouter l'avocat de Cédric Jubilard qui a enchaîné hier les plateaux télé, les réactions sur toutes les chaînes d'information, aux 20h de TF1. Écoutez l'avocat donc de Cédric Jubilard. À partir du moment où il reconnaissait totalement sa responsabilité dans la disparition de sa femme, il était important pour lui d'aller jusqu'au bout et qu'on retrouve le corps de Delphine. Sauf qu'il savait aussi que 5 ans avaient passé et donc il y avait cette incertitude par rapport au temps passé. Il y a eu aussi un très fort soulagement de sa part, évidemment, puisque enfin elle s'est extirpée de ce mensonge définitivement dans lequel elle s'était enferrée pendant toutes ces années. Stéphane Simon est avec nous, vous êtes producteur, vous êtes co-auteur de l'affaire Jubilard, un crime parfait. Racontez-nous justement, vous qui connaissez ce dossier parfaitement bien, comment vous voyez cette nouvelle ligne de Cédric Jubilard et ces aveux qui ont été faits déjà il y a une dizaine de jours. Et peut-être qu'on ait retrouvé les autres. Il y a clairement un changement de stratégie de défense qui a été pris. Est-ce que c'est à l'initiative réellement de Cédric Jubilard ou est-ce que c'est à l'initiative de son nouvel avocat Pierre de Buisson? En tout cas, il y a eu, on va dire, un virage à 180 degrés sur la ligne de défense. Et donc, il a décidé de collaborer avec la justice. Ça veut dire qu'il a d'abord, dans un premier temps, reconnu les faits. Il a été auditionné mercredi par la justice et il a expliqué comment il avait mis fin au jour de Delphine. Et ensuite, il y a eu un transport de la justice hier, dans la journée d'hier, pour retrouver la dépouille de Delphine Jubilard. Le problème est le suivant, c'est que ce cadavre a été, enfin ce qu'il en reste, c'est-à-dire quelques ossements, eh bien Cédric Jubilard a expliqué qu'il avait caché le corps en fait dans un
de monticule de terre agricole, de terreau agricole, de 3 mètres de haut, et qu'il avait creusé à l'intérieur de celui-ci pour enterrer Delphine, c'est-à-dire la mettre sous cette terre. La vraie difficulté, c'est que cette terre a ensuite été épandue quelques années plus tard par l'agriculteur qui possède les champs qui sont juste à côté de ce monticule. C'est ce qui explique aujourd'hui la difficulté pour trouver les restes de la dépouille de Delphine Jubilard, c'est que cette terre a été épandue. Donc on a retrouvé 2 fémurs pour l'instant, mais vous imaginez la difficulté que ça va représenter pour retrouver chacun de ces ossements. On espérait retrouver notamment l'osioïde, c'est-à-dire puisqu'il prétend avoir étouffé son épouse, eh bien il fallait retrouver cet osioïde, c'est ce petit os qui est au-dessus du cartilage. Ce sera là, c'est chercher vraiment au mauvais, pardon pour ce rapprochement, mais c'est rechercher une aiguille dans une meule de foin. On est sur une terre agricole qui va être fouillée là pendant quelques jours. Ça va être long. Bon. Et il ne faut pas en attendre grand-chose. Vous avez rappelé quelque chose de très important, c'est aussi les questions de la stratégie des avocats. Parce que c'est un homme qui a menti pendant quasiment 6 ans. Donc rien ne nous fait dire qu'aujourd'hui, notamment ce qu'il a pu dire à la justice sur la manière dont il a tué Delphine Jubilard, soit finalement vrai. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il a toujours clamé son innocence, notamment en première instance, ce qui ne l'a pas empêché d'être condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Et là, la nouvelle stratégie, c'est de dire quoi ? C'est qu'il n'y a pas de préméditation et que on va entrer dans l'idée d'une sorte de crime passionnel. Pourquoi ? Pour atténuer en appel la peine pour le bourreau de Delphine. C'est exactement ça. Donc il y a quelque chose de très malsain dans ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, et même dans les détails que vous apportez. Moi, depuis hier, j'ai beaucoup de difficultés à traiter de ce sujet parce que j'ai toujours une pensée évidemment pour la famille de Delphine Jubilard. Si je me permettais de vous donner ces détails qui sont effectivement assez difficiles, qui sont macabres, c'est aussi pour expliquer qu'il fallait pas attendre énormément de choses de ces fouilles, malheureusement, puisque si vous voulez, pour établir la préméditation, il faudrait essayer de retrouver des traces de soude pour dissoudre le corps, il faudrait essayer de retrouver les os qui auraient été malmenés, etc. Or, la difficulté, ça va être aujourd'hui de se faire une opinion à partir de ce qu'il reste, c'est-à-dire pas grand-chose. En tout cas, sur la stratégie, c'est clair qu'il y a un changement radical. Ce changement radical, est-ce qu'il est sincère ? Est-ce que les regrets, les remords de Cédric Jubilard expliquent celui-ci, ou est-ce que c'est simplement je dirais, une rouerie judiciaire pour changer, pour atténuer la peine que prononcera la cour d'appel? Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, quand vous collaborez avec la justice, en général, la justice en tient compte et elle adoucit la peine. C'est pas la même chose d'être dans le déni total, alors qu'un grand nombre d'indices vous accablent, et puis faire des confessions précises, collaborer avec la justice, offrir enfin, même si c'est dans les conditions que je vous racontais, une dépouille, je dirais quelque chose de permettre le deuil à la famille. Voilà, exactement. Tout ça, offrir une sépulture décente, eh bien, c'est quelque chose dont tiendra compte la justice. Il y a aussi cet aspect, vous savez, lors de la conférence de presse, on dessinait à ce moment-là ce nouvel axe de défense que vont adopter les avocats de Cédric Jubilard, où certes il y a question de la préméditation, mais tout simplement aussi de l'intention de tuer, parce que Cédric Jubilard parle d'un acte irréfléchi. Il a été condamné pour meurtre sur conjoint, 30 ans de réclusion criminelle. On sent derrière cette volonté de changer l'acte de défense, d'aller sur une autre qualification, peut-être celle de violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner, ce qui change la donne, puisque à ce moment-là, il encourrait 15 ans, voire 20 ans, parce que c'est une circonstance aggravante que cela se produise sur son conjoint, sur sa conjointe. Donc, vous voyez, il y a une volonté d'atténuer la peine qui est en train de se mettre en place. Lors de la conférence de presse, avait échappé aux avocats de Cédric Jubilard le terme de crime passionnel, qui avait beaucoup choqué dans l'opinion et même auprès des médias, parce que déjà, il n'y a aucun fondement légal sur crime passionnel, mais aujourd'hui, ce qui s'apparente le plus en termes de qualification au crime passionnel, c'est ces violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Donc, vous voyez, il peut y avoir cette volonté d'atténuer la peine. Rappelez-vous qu'il est condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Le lendemain, il fait appel, Cédric Jubilard, aussitôt. Georges Fenech. Sabrina a très bien résumé la situation et la stratégie. On voit très bien apparaître. Je pense qu'il a dû se dire, peut-être faire quelques comparaisons. Souvenez-vous, l'affaire Jonathan Daval, il a pris 25 ans. Il est pareil.
contestait et ensuite il avait fini par avouer, on s'en souvient. Il était même en première ligne lors de la marche blanche. Oui. On revoit l'image de Nathan Daval en larmes, en train d'embrasser les parents de alors pardon, mais il reconnaît les faits, lui, 3 semaines après, c'est pas la même chose. Je suis d'accord avec vous, voilà. Mais bon, il sera jugé par une cour d'assises avec des jurés qui apprécieront, en toute souveraineté, est-ce que effectivement il y a un repentir sincère, est-ce qu'on a vraiment la preuve qu'il avait voulu la tuer? Ça, personne ne peut le dire. Ce sont les jurés qui le décideront après une audience, après des débats, et qui se feront leurs propres convictions. Et je vous proposerai la réaction de Laurence Saillet dans quelques instants après une courte pause, parce que il y a aussi une partie des Français qui supportent difficilement le traitement et le récit médiatique qui est en train d'être fait. Et cette nouvelle ligne de la défense du côté de Cédric Jubilard, qui en reviendrait presque à le remercier de dire la vérité après, l'horreur du meurtre ou de l'assassinat, c'est peut-être une préméditation, et finalement, c'est 6 ans quasiment de mensonges. Nous en parlerons dans quelques instants. Il est 9h24, on revient pour la deuxième partie de l'heure des pros sur CNews et sur Europe 1. Europe 1 et CNews, 9h, 10h, l'heure des pros. Elliott Deval. Il est 9h30 sur CNews, le point sur l'information, et sur Europe 1 bien sûr, le point sur l'information avec vous, Somaya Labidi. Bonjour Somaya. Bonjour Elliott et bonjour à tous. 53 000 foyers touchés par des coupures de courant après les violents orages survenus cette nuit sont concernés. 25 000 foyers en Auvergne-Rhône-Alpes, 20 000 en Nouvelle-Aquitaine, a indiqué Enedis sans apporter davantage de précision. Après le feu vert hier des députés pour rendre imprescriptibles les crimes commis sur les mineurs, le Premier ministre Sébastien Lecornu a salué sur X un moment important et promis que tout serait mis en œuvre pour sécuriser cette nouvelle mesure, y compris en saisissant le Conseil d'État si nécessaire. Et puis les hostilités se poursuivent au Moyen-Orient. 6e nuit consécutive de bombardements en Iran avec au moins 8 morts et 20 blessés. Le régime a répliqué en visant des alliés des États-Unis. Des tensions qui se concentrent aussi autour du détroit d'Ormuz qui fait office de moyen de pression pour Téhéran. Selon l'agence maritime britannique, un navire a été touché par un projectile inconnu au large d'Oman. Merci beaucoup Somaya Labidi pour le point sur l'information. Georges Fenech est toujours avec nous, André Valigny, Arnaud Benedetti. André Valigny, je vous attends au tournant. Vous allez tout nous raconter de ce dîner avec l'un des 2 éléphants, parce que les éléphants sont en marche. Il y en a plus. Enfin, il y a les 2 principes. Il y en a beaucoup. Oui, il y en a. Oui, c'est effectivement. Mais Arnaud Benedetti a dit plus que des lecteurs. C'est méchant de parler du Parti socialiste comme ça. On parlera de Bernard Cazeneuve et de François Hollande dans quelques instants. Et je sais que vous n'étiez pas très loin de François Hollande il y a 48 heures. J'ai toujours été près de François. Oui, mais là, physiquement, pas très loin. Donc vous allez nous dire ce qui s'est passé au Sénat lors de cette petite réunion. Vous nous promettez de nous dire toute la vérité, rien que la vérité, maître ? Bien sûr. Ah, ça me fait plaisir. Jules Torres est toujours avec nous, Sabrina Berlin-Bouillet, journaliste au service police-justice de CNews, et Stéphane Simon, producteur et co-auteur de l'affaire Jubilard, un crime parfait. C'est vrai que toute la lumière est braquée sur la défense de Cédric Jubilard, sur ses avocats, sur ses déclarations. J'aimerais quand même qu'on ait une pensée pour la famille de Delphine, alors que des ossements encore non identifiés ont été découverts sur la zone indiquée. L'avocate de ces 2 enfants a pris la parole au Figaro. Elle dit: nous avons été informés par les magistrats hier matin à 10h. L'annonce va être faite aux enfants dans la journée. Chez leur tante et leur oncle, ils n'ont pas accès à la télévision et ce sont les vacances scolaires. Donc ils sont bien préservés. C'est un soulagement pour les enfants, la première étape pour leur reconstruction. Ils vont pouvoir se recueillir sur sa tombe. On devrait plus parler justement de la reconstruction de ces enfants et de l'accompagnement de ces enfants. On devrait plus parler de Delphine plutôt que de parler de son bourreau, Cédric Jubilard. Mais c'est un vœu pieux, bien sûr. Des criminels faciles. Mais c'est un vœu pieux. En revanche, Laurence Saillet a peut-être pointé quelque chose qui, là aussi, épouse beaucoup
de Maison Française ce matin. Elle dit: Jubilard a tué sa femme. Il a privé ses enfants de leur maman. Il a attendu avec cruauté toutes ces années pour dire où était le corps. Son avocat évoque un moment de réconciliation. Prochaine étape, il sera quoi? Le héros de ce drame, indigne et écœurant. C'est un risque quand même, cette stratégie que est en train d'engager la défense de Cédric Jubilard, Stéphane Simon. Oui, c'est un risque, d'autant plus que cet avocat, Pierre de Buisson, avec son père, maître de Buisson, irrite les anciens avocats de Cédric Jubilard qui se sont, eux, acharnés pendant 5 ans à dire que Cédric Jubilard, il ne fallait surtout pas le condamner parce qu'il n'y avait ni corps, ni aveu, ni scène de crime. Et on voit qu'aujourd'hui, finalement, Pierre de Buisson s'arroge tous les mérites dans cette affaire. C'est grâce à lui qu'enfin Cédric Jubilard collabore avec la justice, c'est grâce à lui qu'enfin on va connaître la vérité. Alors il y a une partie effectivement de propos justes derrière tout ça, mais c'est aussi une nouvelle stratégie qui est assez malaisante parce que d'un seul coup on se dit qu'est-ce qui s'est passé? On voit bien que Cédric Jubilard il court après un allègement de sa peine et que collaborer avec la justice c'est pour lui espérer que la justice en appel sera clémente. Alors cette justice elle va se prononcer mais pas avant 1 an vraisemblablement puisqu'il faut faire une enquête là. Certes, il a avoué, mais il avoue un certain modus operandi. Il avoue qu'il a tué dans une dispute familiale finalement Delphine. Mais il va falloir que les enquêteurs travaillent sur l'idée est-ce que oui ou non il y a eu préméditation. Et c'est ça qui va être déterminant. Et les enquêteurs espéraient que le corps puisse parler un petit peu. Ça va être plus compliqué que prévu, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Mais il va falloir quand même regarder, notamment dans la téléphonie, si son téléphone borne les jours d'avant à l'endroit où il prétend avoir vu ce monticule de terre agricole et d'être allé cacher le corps de Delphine là. Il faudrait quand même regarder son téléphone. Moi, je me suis laissé dire qu'il était revenu le 25 et le 27 déjà sur place. Pourquoi faire? Je n'en sais rien, mais son téléphone, c'est un expert en téléphonie qui est proche du dossier qui nous l'a expliqué. Il y a de la localisation sur place. Ça, c'est une information très importante. Et si préméditation il y a, Monsieur Jubilard, le bourreau de Delphine risque la perpétuité. On est d'accord, Georges? Mais avant, oui, parce que la préméditation, c'est l'assassinat, et donc c'est la perpétuité. Mais avant la question de la préméditation, et ça a été rappelé par Sabrina, il y aura la plaidoirie sur les coups mortels. En fait, j'ai pas voulu la tuer. Voilà, c'est une dispute qui a mal tourné. Et donc là, il n'en court plus que 15-20 ans, puisque c'est conjoint. Vous voyez, donc ça, c'est quel est le degré de l'intention. Ça, et puis il n'y a plus de témoins, et il y a le corps, est-ce qu'on va pouvoir, vraiment, l'autopsie va pouvoir déterminer les causes réelles de la mort? Tout ça va être compliqué pour les jurés. Le procès en appel était prévu jusqu'à présent au 21 septembre prochain. Ça va être difficile de tenir ce calendrier, évidemment, parce qu'à partir de maintenant, il va y avoir de différents actes d'enquête qui vont être menés. Sans doute une reconstitution avec la présence de Cédric Jubilard, parce qu'il y a énormément de questions. On voit bien que la réalité aujourd'hui de ces aveux ne correspond pas exactement à la réalité du dossier qui a été jugé. Donc, il y a tout un travail qui va devoir être mené. C'est difficile de penser que le 21 septembre, ce procès en appel puisse se tenir dans ces circonstances. Écœurant et honteux, ce sont les mots de Laurence Saillet, et peut-être beaucoup de Français pensent et partagent cela. Depuis 24 heures, le traitement médiatique qui met vraiment en avant Cédric Jubilard, le présentant. C'est une fascination aussi. Mais non, mais au-delà de la fascination, c'est que c'est quoi l'étape suivante? Il faut le remercier de dire la vérité 6 ans après avoir menti, et surtout 6 ans après avoir tué Delphine. C'est tout son objectif. D'ailleurs, je dis Delphine Jubilard, mais je crois que la famille ne veut plus qu'on associe le nom Jubilard à Delphine. Donc je présente mes excuses à la famille de Delphine. André ne me démentira pas. Son système de défense, il a le droit de se défendre comme il l'entend. C'est ça. Bien sûr. Absolument. Je vous propose d'écouter une dernière réaction, celle de Jean-Pierre Colombiès, qui était notre invité, commandant de la police judiciaire. J'ai découvert cet homme hier, fascinant, parce que c'était avant toute cette opération médiatique qui a été menée par l'avocat de Cédric Jubilard, qui a enchaîné les chaînes d'information, qui a fait le 20h de TF1. Qui a fait une conférence de presse. Qui a fait une conférence de presse, mais ça c'était la semaine précédente. Mais, et qui, d'expérience, n'était pas dupe de cette stratégie. Je vous propose d'écouter l'ancien commandant de la police judiciaire.
lui et ses avocats avaient bâti cette stratégie sur l'innocence et sur le pari que son silence de 5 ans allait le conduire à un acquittement. Pas de cadavre, pas de preuves directes, vraiment opposables. Et je crois que le challenge, c'était ça, c'est obtenir l'acquittement. Il est condamné à 30 ans. Il change d'avocat, il prend une nouvelle paire d'avocats qui, là pour le coup, moi je n'exclus pas du tout un changement de fusil d'épaule. On change de stratégie de défense, on joue la contrition, le mea culpa, on présente une sorte de version complètement tarabiscotée de la part de ses avocats conseils du style oui il a eu la pression, c'est une pression médiatique qui l'a empêché de se confier, de parler, enquête bâclée. Il faut se rappeler des termes très forts qui ont été utilisés, pour moi qui sont absolument inentendables, même odieux, parce que si l'enquête avait été bâclée, il n'aurait pas été condamné, je pense, et elle a été, non seulement qu'elle a été très bien menée, mais elle a conduit à sa condamnation, à une première condamnation. Et là, on peut ne pas s'empêcher de penser que le pari qu'il fait aujourd'hui, c'est de montrer une forme de contrition, de mea culpa, très tardif du reste, parce que même ses enfants avaient essayé d'obtenir de lui une forme de confession qu'ils n'ont pas eu. Et moi, je reste sur ma position. Enfin, en tout cas, c'est mon hypothèse. J'essaie, je me mets à sa place, là, je le paraphrase. Je tente le tout pour le tout. C'est le tout pour le tout selon Jean-Pierre Colombiès. C'était vraiment passionnant de pouvoir échanger avec lui hier sur cette affaire judiciaire et cette affaire dramatique. C'est quoi la suite, Stéphane Simon? Alors, la poursuite de l'enquête, évidemment, il faut analyser les ossements qui sont retrouvés, en retrouver le maximum, ce qui va être compliqué dans ce champ, dans ces terres agricoles, et puis essayer de se replonger aussi dans les éléments, je parlais de la téléphonie, de tout ce qui pourra essayer d'étayer dans un sens ou dans un autre les deux thèses qui vont s'affronter. Y a-t-il eu préméditation ou est-ce une dispute familiale qui a dégénéré et où Cédric Jubilard, qui on le sait quand même, il faut savoir qu'il a une psychologie très particulière, c'est un très grand manipulateur, c'est un joueur de poker pour de vrai, et Cédric Jubilard a depuis le début tenu à finalement gérer les révélations qu'il a fait à ses codétenus, désormais à ses avocats. On sent bien qu'il est au centre de l'attention médiatique, mais c'est lui qui s'y installe au centre de l'attention médiatique. Et donc, il va falloir regarder si quelque chose atteste sa nouvelle version ou si, au contraire, il y a bien eu préméditation et que c'est un assassinat, comme vous le rappeliez, Georges Fenech. C'est pas du tout la même chose être condamné pour homicide involontaire ou être condamné pour assassinat ou coup mortel ou être condamné pour assassinat. Merci Stéphane Simon d'être venu nous voir. Je rappelle votre livre que vous avez coécrit avec Elina Rostand. Avec Elina Rostand. Eh bien, elle est bienvenue sur ce plateau pour en parler. L'affaire Jubilard, un crime parfait aux éditions Fayard. Merci Stéphane Simon. C'est Pauline Trefzer qui va prendre votre place. On va le faire à vue, il n'y a aucun problème. On va parler maintenant du narco-terrorisme en France. Une lettre contenant 2 balles de calibre 9 mm signées du groupe criminel DZ Mafia, ainsi que des inscriptions menaçantes sur les murs ont été retrouvées jeudi au domicile du maire d'Alès, Christophe Rivenc. C'est l'épouse du maire qui a fait la découverte en rentrant à son domicile en fin de journée. Depuis l'été 2025, le groupe criminel marseillais DZ Mafia a fait éruption dans cette petite ville du Gard de 46 000 habitants. Et si vous êtes avec nous, Pauline, c'est que vous avez fait un reportage sur place il y a seulement quelques semaines. Non, il y a 6 mois. 6 mois. C'est ça qui est intéressant, parce qu'il y a 6 mois, c'était avant l'élection municipale à Alès. Et il y a 6 mois, pour des ambitions politiques peut-être, le maire d'Alès, Christophe Rivenc, nous disait que la DZ Mafia n'existait pas ou très peu, que c'était commun, comme dans toutes les petites villes moyennes de France, qu'il fallait pas s'inquiéter. Donc il était extrêmement prudent sur les termes qu'il fallait utiliser. Donc on a fait une interview avec lui et on voulait se rendre dans les points chauds d'Alès pour voir véritablement ce qui se passait. Et il nous disait que ça ne servait à rien, qu'il n'y avait rien dans ces cités, notamment la cité des Cévennes, la cité près de Saint-Jean, à Alès. Et donc on s'est quand même rendu là-bas avec mon JRI, Florent Doré. Et en fait, à 10h du matin, il y avait déjà des guetteurs de partout. Et on a bien vu que c'était une zone de non-droit. On a pu filmer des images dans la voiture, mais impossible pour nous d'en sortir.
Et donc, monsieur le maire était très gêné par cette situation. On l'a senti vraiment... Et il contestait finalement l'idée que le narco-banditisme gangrénait une partie de sa ville. Et je pensais que c'était il y a seulement quelques semaines, mais vous me dites 6 mois. Même plus de 6 mois, c'était en novembre 2025. Novembre 2025, revoyons le sujet que vous avez pu faire à cette période-là. Il est 9h30. Nos journalistes pénètrent en voiture dans le quartier des Cévennes, où des guetteurs sont déjà en place. Ici, la DZ Mafia essaye de s'implanter en tentant de récupérer des points de deal qui peuvent générer entre 10 000 et 15 000 euros par jour. Sur ces images, tournées au Pré-Saint-Jean, un autre quartier sensible de la ville, un tag de l'organisation criminelle marseillaise est barré en rouge avec l'inscription « Ici, c'est chez nous ». Alès doit les intéresser comme toutes les villes moyennes, mais aujourd'hui, on ne voit pas de manœuvres énormissimes, mais on voit effectivement des prises de contact entre les différents réseaux de narcotrafic. Mais ça n'a rien de nouveau, ça n'a rien de spécifique à Alès. Pour protéger ses habitants, la mairie a mis en place près de 220 caméras dans toute la ville. Et ils n'en feront jamais assez parce qu'ils n'arriveront jamais à éradiquer. Le problème, c'est la puissance de l'argent. Avec de l'argent, vous faites ce que vous voulez. Voilà, les dealers, ça pousse, ça repousse. On les arrête, mais il y en a toujours des nouveaux, donc on évite les quartiers, on essaie de passer par d'autres routes même, parfois, voilà. En juin dernier, une opération d'envergure avait permis de démanteler un important réseau de trafic de stupéfiants dans le quartier des Pré-Saint-Jean. 9 personnes avaient été interpellées. L'activité générée représentait un chiffre d'affaires estimé à 6 000 euros par jour, soit plus d'1 million d'euros par an. On est en novembre donc 2025, juillet 2026, une lettre contenant 2 balles de calibre 9 mm signées du groupe criminel DZ Mafia ont été retrouvées jeudi au domicile du maire d'Alès. Les explications avec Mathieu Devez. 2 balles de 9 mm signées DZ Mafia. C'est ce qu'ont découvert hier soir les policiers dans une enveloppe destinée au maire de la ville d'Alès. C'est précisément sa femme qui, en rentrant à son domicile en fin de journée aux alentours de 18h, voit l'enveloppe dans la boîte aux lettres. Elle refuse de l'ouvrir. Elle prévient son mari et la police, d'autant que la façade de leur domicile est également taguée avec une inscription menaçante. Inscription faisant référence à DZGN que les enquêteurs considèrent comme une nouvelle émanation de la DZ Mafia à Alès. Une enquête pour menace de mort et intimidation a été ouverte. Les investigations ont débuté hier soir. Le procureur replace cette affaire dans un contexte de forte pression exercée contre les réseaux de stupéfiants à Alès. Il précise que la police municipale, notamment, harcèle quotidiennement les points de deal, les guetteurs et les revendeurs. Le procureur rappelle notamment qu'une opération conduite avant-hier a permis la saisie de plus de 4 kilos de cannabis en plein centre-ville. Le contexte est particulièrement tendu à Alès où, selon le procureur de la ville, 2 jeunes ont été assassinés sur des points de deal depuis le début de l'année. Le procureur l'affirme, la ville d'Alès est aujourd'hui gangrénée par le narcotrafic. Et c'est très intéressant de voir comment ça s'est propagé en l'espace de 6 mois. L'idée n'était pas de dire que le maire d'Alès, il y a 6 mois, niait ce qui lui arrivait, mais simplement, on voit que désormais, c'est devenu une cible pour les narco-terroristes, en formule employée notamment par les autorités aujourd'hui. Mais en réalité, ça fait plus d'un an que le trafic de drogue est présent à Alès, et en fait, c'est sur fond de bandes rivales. En fait, on a vu sur le reportage, il y a les logos, par exemple, du clan Yoda et les logos de la DZ Mafia, donc 2 pieuvres du narcotrafic à Marseille, mais leurs tentacules, maintenant, vont au-delà à Alès, dans plein d'autres villes du sud de la France et ailleurs. Et donc, en fait, il y a des règlements de compte qui existent depuis plusieurs mois maintenant. Alors, Monsieur Rivin, qui était présent, était assez mal à l'aise et nié il y a plusieurs mois. Est-ce que c'était par peur de représailles? Justement, on peut aussi se poser la question. En tout cas, on sait que ces réseaux opèrent encore maintenant, puisque le 3 juin dernier, à Alès, il y a eu un mort, un jeune de 18 ans, tué par balle encore sur fond de narcotrafic. Mais on voit, et surtout que 48 heures avant qu'ils reçoivent ces 2 balles de 9 mm dans une petite enveloppe, donc cette menace de mort, bien évidemment, cette intimidation, il y avait une saisie de 4 kilos de drogue, Jules Torres. Non, mais c'est intéressant que Pauline Trefzer parle de
pieuvre, puisqu'il y a eu une opération qui a été lancée il y a peu, qui s'appelle l'opération Octopus, qui est une grande opération notamment de la gendarmerie et de la police, qui est née justement de cette guerre entre le clan Yoda et la DZ Mafia. Le clan Yoda, c'est un groupe criminel marseillais qui est plutôt lié à des narcotrafiquants qui sont nés au Maroc et qui habitent à Marseille. La DZ Mafia, ça vient de Zaïre, qui veut dire Algérie, en arabe. Et donc là aussi, c'est un réseau criminel qui est né à Marseille avec des criminels marseillais, mais qui ont été créés par des narcotrafiquants qui ont des origines algériennes. Donc pour vous dire que ce sujet-là a été extrêmement important, et la DZ Mafia est sans doute l'organisation à la fois la plus visible et surtout la plus violente. Et c'est aujourd'hui la plus puissante, puisqu'elle a gagné cette guerre contre le clan Yoda, notamment en 2023, avec 49 morts sur une seule année pour la seule ville de Marseille. Et cette guerre, elle n'a pas été créée à Alès dans le Gard, elle n'a pas été créée à Marseille. La guerre, elle a eu lieu en Thaïlande. Elle a eu lieu en Thaïlande entre les deux chefs du clan Yoda et de la DZ Mafia dans une discothèque. Donc c'est intéressant de voir aujourd'hui que à la fois il y a de l'argent, et puis surtout les narcotrafiquants, ils sont pas en France. Les têtes de réseau, ils sont pas en France. Ils sont parfois aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï, ils sont au Maghreb, et ils peuvent être en Thaïlande. Et juste pour terminer sur la question de l'argent, c'est là où on voit que la guerre, elle est complètement perdue face au narcotrafic. Le chiffre qui nous est donné par l'OFAST chaque année, c'est de dire que le chiffre d'affaires du narcotrafic en général, c'est 7 milliards. Moi, je me souviens d'avoir fait un déplacement où j'ai suivi Gérald Darmanin à Marseille sur la question de la DZ Mafia. Gérald Darmanin disait, la DZ Mafia actuellement a entre 5 et 6 milliards d'argent liquide. Seulement liquide. Donc vous voyez bien que un seul milliard entre le total du narcotrafic et la DZ Mafia, c'est incompréhensible, sachant que 300 000 personnes en vivent chaque année. L'argent liquide. Mais surtout, la DZ Mafia, c'est un groupe criminel particulièrement dangereux. Parce que si les têtes pensantes, oui, sont en Thaïlande, oui, sont à l'étranger, ceux qui exécutent sont en France, sont sur le territoire national. On pense par exemple à l'exécution, parce que c'en était une de Mehdi Kessassi, dont l'origine est sans doute liée à la DZ Mafia. L'enquête est en cours, mais pour l'instant, ça s'oriente dans ce sens-là. Donc, ce sont des criminels qui passent à l'acte, et évidemment, ce maire est en danger, et il a raison de se sentir en danger, parce que le risque est très grand. Effectivement, et c'est son épouse qui retrouve cette lettre dans la boîte aux lettres. Et souvenez-vous, il y avait eu notamment la directrice de la prison des Baumettes à Marseille qui avait été menacée notamment par le narcotrafic, et elle avait été, puisqu'on a beaucoup d'autorités en France, elle avait tout simplement été déplacée. Et elle est venue à son procès protégée par des policiers, pour dire à quel point le danger continue, alors qu'elle n'était même plus directrice de la prison. Elle avait une protection possible. Passer à autre chose, changer de vie, se cacher, alors qu'elle était simplement directrice de prison. Rappelez-vous de la commission sénatoriale où vous avez sollicité les personnalités les plus influentes qui luttent contre le trafic de drogue du côté de Marseille, où vous aviez justement des magistrats qui avaient eu sous serment, qui disaient juste la vérité. On est en train de perdre la guerre contre le narcotrafic. On est face à une vague immense qui s'était fait tancer, reprendre de voler par le ministre du sentiment d'insécurité à l'époque, Éric Dupond-Moretti, Georges Fenech. Oui, vous avez raison de rappeler ça, mais permettez-moi aussi de rappeler à cette occasion la mémoire d'un juge d'instruction qui a été assassiné à Marseille par des narcotrafiquants, le juge Pierre Michel en 1989. C'est quand même, vous voyez, jusqu'où on peut aller. Alors depuis l'époque, on voit bien qu'il y a des menaces qui sont contre des élus, il y a des exécutions d'agents pénitentiaires, il y a de la corruption de fonctionnaires, de pénitentiaires également. Donc avec des moyens qui ont été rappelés, effectivement, on peut faire beaucoup de choses malheureusement. Arnaud Benedetti. Ce qu'il y a de nouveau par rapport à l'époque dont vous parlez, Georges, me semble-t-il, c'est qu'on a une extension territoriale du phénomène. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'aujourd'hui, toutes les villes moyennes et même parfois des petites villes sont touchées par ce narcotrafic. 79% des communes françaises. Ce qui n'était pas le cas dans les années 70 et 80, où il y y avait des points de fixation dans les grandes métropoles, notamment Marseille, Grenoble déjà. Grenoble, c'est pas nouveau en l'occurrence. Lyon, et ça c'est différent. Et moi, ce qui me frappe quand même, c'est il y a presque une géopolitique de ça. C'est-à-dire que vous parlez de deux gangs, en fin de compte, un gang qui est plutôt marocain, un gang qui est plutôt algérien. Il y a aussi le gang comorien, si vous voulez. Il faudrait quand même se poser aussi la question, me semble-t-il, des liens qui peuvent exister aussi avec les États d'origine. Parce que manifestement, ce qu'on sait, c'est qu'un certain nombre de donneurs d'ordre ne sont pas sur le territoire, c'est ce que vous avez dit,
Et vraisemblablement, on peut imaginer que, par exemple, pour ce qui concerne la DZ Mafia, il y a quelques donneurs d'ordre qui doivent être également en Algérie. Félix Bingui, par exemple, l'ancien patron, du clan Yoda, qui est aujourd'hui dans l'une des prisons de haute sécurité de Gérald Darmanin, il était aux Émirats Arabes Unis, et puis quand Gérald Darmanin a fait un accord d'extradition avec les Émirats Arabes Unis, Félix Bingui est allé de Dubaï au Maroc et il s'est fait arrêter au Maroc. Donc, et plus qu'une question de lien avec les États, c'est surtout une question de frontières. C'est une question la drogue, elle vient pas de Normandie. Non, mais évidemment, mais c'est une question de retrouver des frontières, de protéger ces frontières et une question migratoire. Mais merci d'être venue nous voir, Pauline, pour rappeler la chronologie des faits sur place, c'est-à-dire qu'il y a 6 mois, vous interpellez le maire qui est aujourd'hui victime de ces menaces et à qui il faut apporter tout son soutien, et on l'a entendu, il disait en substance, bon, de tout temps, il y a eu de la drogue, il n'y a rien de neuf sous le soleil, et on était à quelques semaines de l'élection municipale. C'était comme une accoutumance à ce trafic de drogue, contre lequel il luttait bien sûr, puisqu'il y a eu des saisies, il y a eu des interpellations. Mais on voit que là, ça commence à prendre une ampleur où lui-même est attaqué, menacé, et on voit qu'on bascule parfois dans des narco-quartiers, des narcos... et la crainte, c'est d'avoir une mexicanisation de la France. Pauline, en un mot, après, on doit faire la passation des pouvoirs avec Jean-Pierre Foucault. Donc, je vous invite à faire court. Faites attention. Alors, peut-être Il peut frapper très fort. Peut-être que la situation s'est dégradée effectivement en plusieurs mois. Mais bon, en novembre, on voyait que la situation était déjà très tendue. Et pourtant, des élus d'Alès nous affirmaient que leurs enfants faisaient du sport dans ces quartiers, qu'il n'y avait aucun dealer. Sur les images, on le voit. On voit les signes du clan. C'est le déni peut-être du réel de certains. Merci Pauline Trefzer. Je suis désolé de vous presser un petit peu, mais le King doit prendre la place. Le King vous rappelle que sur le plan médical, scientifique, culturel, Marseille est un exemple quand même aussi. Ne parlez pas. Non, mais c'est vrai. Vous êtes toujours très très négatif sur Marseille. Oh non, j'adore. Non, vous plaisantez. Je suis profondément un amoureux de Marseille. Et là, c'est la réalité. Mais pas de l'Olympique de Marseille, mais un amoureux de Marseille. D'accord. Je voulais simplement vous le rappeler. Merci beaucoup, Elliot. Allez, bonne émission.